Bienvenue sur le ring, Mohamed Taha Sreiri. Merci Sir Rachid pour l'invitation. Merci en tout cas de l'avoir accepté. Sur le ring, l'ODJ TV Radio. Je rappelle Mohamed Taha Sreiri que vous êtes enseignant-chercheur, professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat. Exactement. Il y avait débat en 3 rounds avec vous, Mohamed Taha Sreiri. Donc le premier round, inflation des produits alimentaires, donc inflation de l'alimentation. Est-ce que l'eau a une responsabilité directe dans cette flambée des prix? Vous nous direz. Deuxième round, faut-il aligner notre production agricole à notre potentiel hydrique? Et troisième round, pluviométrie, on l'a vu avec les récentes pluies. Est-ce que cela va sauver, ou est-ce que ça va être suffisant en tout cas, pour sauver cette campagne agricole 2023? Vous nous direz également votre sentiment là-dessus. Mais sur le premier round, l'inflation, produits alimentaires, essentiellement, est-ce que l'eau a une responsabilité directe dans la hausse des prix? Bien entendu. L'eau, mais pas que l'eau, il y a l'énergie. D'ailleurs, on ne peut pas dissocier dans le lien eau, énergie et alimentation, il y a les trois. Mais bien entendu, l'eau a une part importante dans ce qui se passe. Je dirais plutôt le manque d'eau, et puis ça se voit de manière manifeste. On a eu donc une mauvaise campagne agricole l'année passée. Les contre-coups se font ressentir aujourd'hui. Augmentation des importations. Puis malheureusement, nous subissons aussi l'inflation internationale avec le conflit en Ukraine et les répercussions donc de la Covid. Et puis sur un dernier point, bien sûr, l'augmentation des prix des énergies fossiles, du carburant notamment, qui impacte les chaînes d'approvisionnement. Donc on voit bien qu'en fait c'est toute une chaîne de valeur avec des... Voilà, parce que très souvent en fait aujourd'hui, depuis la flambée importante et galopante des prix, surtout des fruits et légumes, ces fameuses tomates d'ailleurs, qui culminent toujours autour de 11-12 dirhams le kilo, on ne parle pas d'eau. Ceux qui justifient, qui essaient de justifier en tout cas cette flambée des prix, parlent de l'augmentation des prix du carburant, mais surtout le nombre croissant ou trop important en tout cas d'intervenants sur la chaîne de valeur au niveau des fruits et légumes, mais pas forcément de l'eau. C'est pas quelque chose qui est mis en avant, alors qu'a priori c'est une vraie centralité sur l'augmentation des prix. Non, il est manifeste que le manque d'eau dans une des régions importantes, je dirais le verger, disons le potager du pays, c'est le Souss-Massa, qui a toujours eu une production, on va dire, de contre-saison, parce qu'il fait relativement plus doux dans cette région. Mais bien entendu, l'impact du manque d'eau, l'épuisement des nappes, même si aujourd'hui on nous présente le dessalement de l'eau de mer comme étant, disons, un substitut, une alternative au manque d'eau, mais ça va prendre du temps, c'est une eau plus chère. Et donc ça a sûrement un impact sur la production, les volumes produits, ça c'est clair. Bon, on n'a peut-être pas les données exactes, mais elles seront sûrement disponibles. Il faut peut-être s'attendre à ce que la production baisse. La production a baissé, on attend effectivement les chiffres officiels là-dessus. Mais Mohamed Taha Sreiri, pendant très longtemps, donc, avant cette nouvelle crise inflationniste des prix, il y avait des discours qui pointaient du doigt les agriculteurs qui captaient trop de cette ressource eau, et en disant clairement dans notre pays que il y avait plusieurs chiffres qui circulaient, mais entre 65 et 70% de notre eau, de ressources en tout cas hydriques, était utilisée par l'agriculture. Oui, bon, ça c'est une lapalissade. Je veux dire que c'est partout la même chose. Mais est-ce que valeur aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu ils ont rationalisé l'eau pour les cultures plus ou moins gourmandes en matière d'eau, donc et pour réorienter l'eau au niveau de l'eau potable et non pas pour l'agriculture. Est-ce que ça a aussi une incidence sur la gestion des prix et l'impact au niveau des... Vous savez, ça a toujours été comme ça. L'eau potable est prioritaire et l'eau potable ne représente même pas, quand je dis l'eau potable, l'eau domestique, l'eau pour l'approvisionnement des grands centres urbains et des villages et des petites villes, c'est même pas 10% des volumes totaux. L'essentiel de l'eau, bien sûr, reste pour l'agriculture, mais reste, je dis bien reste, c'est-à-dire qu'il faut d'abord servir les autres usagers, l'industrie aussi, il faut le dire. On a dans certaines régions du pays l'émergence d'activités industrielles nouvelles qui se sont renforcées. Et bien sûr, ça consomme aussi de l'eau, je pense notamment à l'extraction minière. Mais dans des zones, on va dire, certaines zones arides, et je faisais tout à l'heure allusion au Souss-Massa, bien entendu, le manque d'eau se répercute directement sur la production. Alors la rationalisation, ça impacte surtout les barrages. Oui, mais toute l'eau stockée en barrage, en fait,
Comme il y en a moins. Comme il y en a moins, donc on a dit les qui surfaces en fait qui étaient irriguées jusqu'à présent ont été réduites ou plus irriguées. Ou ne le sont plus du tout. Est-ce que ça, pour vous qui êtes, je veux dire, aussi expert, spécialiste dans tout ce qui est gestion hydrique, est-ce que les pouvoirs publics n'avaient pas le choix là-dessus et qu'en même temps ça a une incidence aussi sur le pouvoir d'achat et sur le prix des fruits et légumes? Bien sûr. Je vais prendre un exemple clair, une zone que je connais très bien, le Tzadla. Il y a eu des coupures d'eau à partir du mois d'avril l'année dernière. On l'a vu, la conséquence, elle est directe. C'est la production de l'oléiculture, donc tout ce qui est olivier, qui a fortement baissé. Et malheureusement, parfois, des vergers entiers qui ont périclité. Et même certains arbres qui sont décédés. Et donc la production qui a baissé, vous voyez, l'huile d'olive aujourd'hui, elle est à presque 110 grammes le litre. Ce qui est pour beaucoup de nos citoyens est quasiment inaccessible, en tout cas en matière de prix. Mais est-ce que l'enjeu, c'est-à-dire que sur le kilo de tomate, je parle de la tomate parce qu'effectivement c'est le symbole de la tomate chez nous, d'ailleurs à quelques semaines du début du Ramadan, est-ce que dans ce prix-là, on a aussi la part en fait de l'eau qui est une composante essentielle? Bien entendu, c'est clair. Est-ce qu'on peut le chiffrer ça? Est-ce qu'on peut dire voilà, si on est à 11 ou 12 grammes le kilo de tomate aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une... Je ne pourrais pas m'aventurer à dire exactement combien qui revient à l'eau, mais effectivement, dans une zone comme Stuttgart, dans la région d'Agadir, où l'eau est beaucoup plus rare et parfois les agriculteurs ont été obligés de shifter vers de l'eau dessalée, pour ceux qui ont eu accès à cette ressource, bien sûr que l'eau coûte plus cher, ça a un effet direct sur le prix de revient, mais il n'y a pas que l'eau. Il y a aussi la main-d'œuvre, on n'en parle pas souvent. Ce sont des cultures qui consomment énormément de travail et parfois les conditions de travail ne sont pas toujours très favorables. Et ça aussi, à mon avis, ça mérite un débat. Peut-être que c'est pas l'occasion de... Non, mais c'est aussi une composante. En tout cas, vous dites, bien sûr. Sur la flambée des prix et des fruits et légumes, il y a la composante de l'eau qui est essentielle et sa cherté, et donc avec un impact sur les prix. On a de l'eau aussi, entre ce qu'on exportait, même s'il y a un frein à l'export qui a été initié sur les agrumes essentiellement, et sur d'autres produits agroalimentaires également. Mais est-ce qu'on importe et on exporte aussi à la fois de l'eau aujourd'hui et qu'on est dans une nouvelle équation? Avant, on disait, voilà, ces agriculteurs aussi captent trop d'eau, trop de ressources, taux de ressources hydriques et ceux de l'eau qu'on exporte en même temps. Mais en même temps, aussi, aujourd'hui, on a recours à l'importation. En matière de fruits et légumes, d'ailleurs, on voit bien, parce que là, il y a un risque d'y avoir recours encore un petit peu plus, parce qu'on nous dit qu'il va falloir qu'on importe aussi massivement de la pomme de terre. Donc voilà, est-ce qu'on va se retrouver dans une équation où l'importation et l'exportation d'eau va peser en tout cas sur les prix? Non, c'est clair, c'est bien que vous faites allusion à cela, c'est l'échange d'eau virtuelle, bien sûr. Le Maroc a toujours été, et surtout ces dernières années, un très gros importateur d'eau virtuelle. Là, vous avez parlé des céréales, les aliments de bétail. D'ailleurs, dans on va dire cet épisode d'inflation, il y a eu quelque chose qui a été fortement médiatisé, l'importation de taurillons. 15 000 taurillons pour avoir de la viande rouge à des prix abordables. Je me suis amusé à faire les calculs, 45 millions de mètres cubes d'eau qui sont importés comme ça, c'est pas énorme. C'est-à-dire que quand on importe des ovins, des bovins, on importe aussi de l'eau? Ah, bien entendu, c'est de l'eau virtuelle. Sauf qu'avec cette importation donc, de viande rouge, il y a un mythe qui vole en éclat, c'est le mythe de l'autosuffisance en viande rouge, qui à un moment était avancé comme étant une des réalisations donc, de notre pays. C'est vrai, on avait l'autosuffisance, mais à quel prix? Beaucoup d'aliments de bétail étaient importés. Puis ça permet aussi de parler de l'aviculture. Là aussi, on nous dit qu'on est autosuffisant en produits avicoles, œufs, viande blanche, poulet, dindon, etc. Mais ceux qui connaissent bien cette chaîne savent pertinemment que derrière la chaîne, tous les aliments de bétail, ou tous les aliments pour la volaille sont importés. Et ça explique pourquoi on a eu des renchérissements des prix des viandes blanches. Parce que les aliments de base, le maïs et le soja qui servent à produire cette viande sont importés. Donc on est face à une nouvelle équation, entre l'importation et l'exportation d'eau, parce que même au niveau des ovins et des bovins, il y a aussi, quand on les importe, parce qu'on va importer 200 000 bovins d'ailleurs, c'est ce qui a été annoncé. Pour l'instant, c'est des bovins. Des bovins pour l'instant? C'est pas encore sûr. Pas encore sûr, on verra comment la campagne va évoluer. Mais ça veut dire aussi, en même temps, on va importer aussi de l'eau. Ah, c'est clair. Donc, tout échange de produits alimentaires, que ce soit des exportations ou des importations, c'est des échanges d'eau virtuels, c'est déterminé. Il y a la littérature scientifique et les savoirs scientifiques sont clairs à ce niveau. On exporte 3 fois moins que ce qu'on importe. Donc déjà, ça montre que le Maroc est en situation de manque d'eau. Mais il faut aussi aller voir les sources d'eau qu'il y a derrière. Le plus souvent, ce qu'on exporte, malheureusement, ce sont parfois des eaux non renouvelables. C'est ce qui explique que dans certaines régions, les nappes ont été totalement épuisées. Donc on revoit aussi notre politique en matière d'exportation et d'importation, mais surtout d'exportation en matière d'eau par rapport aux cultures dont
les cultures en vigueur et puis la disponibilité en eau. Tout à fait. Ça nous fait la transition pour le deuxième round. Et si vous permettez, j'ajoute un dernier mot, c'est la territorialisation. Parce que là, on parle de manière générale. On va y revenir dans le deuxième round. C'est primordial, quand on parle de l'eau dans un pays aussi divers que le Maroc, parler de l'eau à Tanger ou à l'Arrache, ce n'est pas parler Donc parler de l'eau dorénavant à la carte. À la carte régionale par territoire. Transition deuxième round. Mohamed Tahasseri, faut-il aligner notre production agricole justement à notre potentiel hydrique aujourd'hui? C'est-à-dire, grosso modo, mettre tout sur la table. Mais il y a aussi une question de temporalité, c'est-à-dire aligner notre production agricole à notre potentiel hydrique, ok. A priori, les pouvoirs publics, tout le monde est d'accord là-dessus, sauf qu'on n'a pas de target. Et qu'en même temps, on est pris par la poussée inflationniste du moment et qu'il va falloir gérer. Tout à fait, c'est une très bonne question, c'est le choix des cultures en fait, c'est ça. Quelle culture adaptée à quelle région, à quel territoire? C'est un débat très important qu'il faut ouvrir parce que, à mon avis, on a été un peu trop vite en besogne, on a fait vendre certaines technologies en permettant des économies d'eau, notamment le goutte à goutte. Tout le monde a commencé à penser que c'était vrai, que le goutte à goutte permet ces économies. Mais au final, quand on voit des parcelles irriguées en goutte à goutte, inondées dans certaines exploitations agricoles, on se dit que ces économies sont peut-être très théoriques. Il y a d'abord ça, et puis deuxièmement, c'est le choix des cultures. Quand on voit des cultures parfois tropicales, pour lesquelles il faut 1400 mm, installées dans des régions où il pleut moins de 500 mm, là aussi, il y a des questions à se poser. Alors, les gens vous disent, oui, bon, il y a la nappe, on peut aller chercher dans la nappe. Mais chercher dans les nappes, c'est selon le rythme de renouvellement. Si vous allez plus vite que le rythme de renouvellement, vous épuisez les nappes. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous considérez qu'il faut imposer le débat, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec vous aujourd'hui sur l'ODG TV Radio, et puis en même temps, c'est dire, voilà, d'un côté, j'ai la pression du moment, parce que j'ai une gestion de l'inflation, avec l'engagement des pouvoirs publics et du gouvernement de ramener les prix à leur normalité avant le début du ramadan, donc le compte à rebours a démarré. Et puis de notre côté, il faut en même temps avoir une approche territoriale entre ce que je peux cultiver et ce que je peux produire en fonction de la disponibilité en eau. Mais ça va demander plus de temps. C'est clair. Il y a différents temps dans la prise de décision, mais ces temps doivent être ouverts, les débats doivent être ouverts. Et puis aussi, bon, il n'y a pas que l'eau dans l'équation, c'est primordial. Il y a les revenus des agriculteurs. On parle de 40% de la population active de ce pays qui est dans l'agriculture. Là aussi, il faut accorder une importance majeure aux conditions de travail, aux revenus réels de ces personnes. Vous avez vu, quand on a une année de sécheresse comme l'année passée, ça amplifie les problèmes, on va dire, de revenus dans le monde rural. Et puis, à mon avis, il faut arrêter de considérer que l'agriculture est la seule source de revenus dans le monde rural. Il est grand temps d'ouvrir un chantier sur des sources de revenus alternatives dans le monde rural. Il n'y a pas que l'agriculture dans le monde rural. Si on veut garder des territoires vivants et entretenir... Mais en même temps, comment selon vous, on peut... Je sais que vous êtes ancien chercheur, vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas aux responsabilités. Mais les pouvoirs publics aujourd'hui doivent gérer à la fois l'urgence et à la fois le moyen et long terme. Donc... Quoi faire, comment faire? Est-ce que c'est l'arbitrage qui a été fait au niveau des aides directes et des subventions qui ont été retirées d'ailleurs pour les producteurs d'avocats, je crois savoir, de pastèques il y a quelques mois de cela? Est-ce que c'est ce levier-là, en fait, considéré que dans un premier temps qui doit être actionné et ensuite on verra pour le reste? Bon, sur le cas spécifique de la pastèque, c'est clair que c'était une situation de détresse hydrique telle que ce sont les autorités, disons, sur place, les autorités locales qui ont décidé donc l'interdiction parfois ou la régulation donc des surfaces mises en culture par la pastèque ou par ce que j'appellerais les cucurbitacées, aussi le melon. Il y a aussi une autre chose qui doit être prise en considération, bien sûr, c'est le changement climatique. Je pense qu'on n'a pas suffisamment pris en compte l'importance de ce changement et les effets malheureusement néfastes pour notre pays. Parce que le changement climatique au Maroc veut dire moins de précipitations, veut dire plus d'épisodes, on va dire, disons, extrêmes. On a vu la semaine dernière des zones enneigées qui n'avaient pas vu de neige pendant 20 ans. À Ouarzazate d'ailleurs. C'est une très bonne chose qu'elles aient eu de la neige, je peux vous le garantir, parce que c'est la recharge des nappes. Oui. Bon, ça a créé un petit désarroi momentané. Au niveau des populations locales, oui. Effectivement. Ceci étant dit, vous posiez tout à l'heure la question par rapport à la campagne actuelle en cours. Oui. On a eu des précipitations ou des neiges dans des zones, disons, assez éloignées du sud-est. Et très arides. Exactement, mais certaines régions, on va dire, plus favorables aujourd'hui, les cultures pluviales sont en situation de difficulté et on espère... On va revenir là-dessus, mais plus sur l'alignement de la production agricole à notre potentiel hydrique. Est-ce qu'on a une visibilité sur aujourd'hui les régions où on peut cultiver telle ou telle culture? Voilà, parce que ce que je veux dire, aujourd'hui, on sait bien que c'est très centralisé. Là où on produit de la tomate, là où on produisait des agrumes, mais ce n'est pas décentralisé.
Alors, je me dis, voilà, toute la problématique, quid en matière de flexibilité, de se dire, voilà, je vais réorienter toutes mes cultures en fonction de la disponibilité en eau. Encore faut-il aussi faire un droit d'inventaire sur l'eau disponible. En termes d'eau, vous avez 2 régions sur 12 aujourd'hui où le bilan hydrique est positif, c'est-à-dire ce qu'elles reçoivent comme précipitation, est-ce qu'on peut y stocker 2 sur 12. 2 sur 12. C'est le nord du pays. Dès que vous descendez au sud de Rabat et dès que vous allez à l'est de Fès, on est déjà en situation donc de situation hydrique, bilan hydrique négatif. Donc ça veut dire que bien sûr, s'il y a ce débat des choix des cultures, c'est bien sûr déjà dans les zones où le bilan est négatif, c'est clair. Je voulais aussi... Une blague qui se pose, mais ça veut dire quoi? Parce que vous avez beaucoup insisté en disant voilà, que vous considérez qu'on a trop négligé pendant ces dernières années la dimension et les enjeux climatiques et les changements climatiques. Par rapport à l'approche en fait agricole et également eau, hein, mais agriculture. Est-ce qu'on doit considérer aujourd'hui, est-ce que vous considérez, Mohamed Taasreiri, qu'en fait les années de sécheresse, parce qu'on sort de 3, 4, 5 années cumulées d'ailleurs de sécheresse, n'est plus une donnée conjoncturelle, mais une donnée structurelle avec laquelle aussi le revoir notre offre en matière de production agricole et disponibilité en ressources hydriques doit prendre en considération que c'est une donnée structurelle et pas plus conjoncturelle. Il y a la sécheresse. Il y a l'augmentation des températures, notamment estivales, qui font peser beaucoup de pression, on va dire, sur les ressources hydriques. Et puis, il y a, à mon avis, le changement carrément de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui vendre autre chose, en ce sens que considérer, disons, l'avancement de l'agriculture ne doit pas uniquement se faire par rapport à l'irrigation. Il est grand temps aussi de repenser de fond en comble les cultures pluviales, l'adaptation de ces cultures pluviales au changement climatique. Et là, bien sûr, il y a un mot très important qui doit être dit, c'est les céréales. On n'en parle pas beaucoup, mais les céréales, c'est 55% chaque année de la surface agricole utile occupée dans ce pays. 55%. Donc il y a tout un effort, à la fois de recherche, de vulgarisation, d'accompagnement des agriculteurs à l'augmentation des rendements agricoles, à une meilleure valorisation des eaux pluviales, à la réflexion aux variétés qui vont pouvoir s'adapter au changement climatique. Tout ça doit être fait rapidement. Avec aussi des subventions, les aides directes en fait, qui étaient jusque-là attribuées à des cultures en fait, qui ne sont plus forcément adaptées à nos nouvelles exigences. Peut-être. C'est ça. Il y a aussi la complémentarité céréales-élevage, parce que dès qu'on dit que céréales, c'est aussi l'élevage. Et l'élevage, il a un rôle primordial, vous savez, pour l'agriculture familiale qui reste largement dominante dans ce pays. C'est l'élevage et les cultures. L'élevage, c'est la banque de l'exploitation agricole. On a tendance un peu à oublier tout ça parce qu'on est trop allé sur les arbres fruitiers, l'exportation, mais on a oublié le cœur de l'agriculture marocaine, l'agriculture pluviale. Et est-ce que tout ça doit prendre en compte aussi notre sécurité alimentaire? C'est un vrai sujet aussi. Si on est en pleine dynamique de transition, voire de transformation, en tout cas de l'offre de production agricole, selon les besoins en matière d'eau, ça veut dire quid de la sécurité, la souveraineté alimentaire qui se pose aussi? C'est clair. Le mot-clé, c'est la souveraineté alimentaire. C'était, à un moment, on considérait que c'était un peu des revendications loufoques de certaines organisations, on va dire, un peu marginalisées. Aujourd'hui, on le voit, à l'échelle mondiale, il y a moins de souveraineté. C'est d'abord chacun pour soi, à cause des évolutions qu'il y a dans le monde, la réfraction des ressources, transformation de fonds, des conflits entre grands groupes, on va dire, géopolitiques. Et la question de la souveraineté, elle est primordiale. Et quand je dis souveraineté, ce n'est pas seulement la production, c'est aussi le matériel génétique pour cette production. Réhabiliter les races locales, réhabiliter les variétés locales, réhabiliter le savoir paysan, tout ça, c'est fondamental. On est au cœur d'un nouveau paradigme. Donc revenir aux bases et revenir à l'histoire en fait. C'est ceux qui nous ont permis aujourd'hui, nous, de pouvoir consommer, parfois par consommation surabondance. Donc revenir aux fondamentaux. C'est ça que tu entends dire. Je suis totalement d'accord. Mohamed Taasreiri, 3e round, pluviométrie, la campagne agricole, est-elle ou sera-t-elle sauvée? Cette année, on a vu les récentes pluies. Voilà. Est-ce qu'effectivement, on peut d'ores et déjà considérer, en cette fin février, que la saison va être sauvée, agricole? C'est aller un peu trop vite et être un peu trop optimiste. Parce que déjà, il faut dire une chose. La campagne a démarré tardivement. Il n'a commencé à pleuvoir que fin novembre, début décembre. Alors que généralement, début novembre, les gens installaient déjà les cultures. Moi, je viens de faire un petit tour au nord du pays, la zone la plus favorable dont je parlais tout à l'heure. Les céréales ne sont pas forcément très développées. Et l'état des parcours naturels, qui sont importants pour le bétail, bien sûr, n'est aussi pas très favorable.
Il faut espérer des pluies. Donc la pluie qui est tombée jusqu'à présent n'est pas suffisante pour les récentes précipitations. Bien entendu. Comme je vous l'ai dit, la campagne ayant démarré tardivement. Et puis il y a aussi une chose, pour faire un peu le lien avec l'inflation, l'installation des cultures céréalières, le prix a augmenté. Les semences, les prix ont augmenté. Le carburant, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'il faut faire les travaux de sol, l'installation des cultures. Les prix ont augmenté. Parfois, les agriculteurs étaient réticents, surtout en sortant d'une mauvaise année agricole. Ils n'avaient pas les revenus nécessaires pour pouvoir installer ces céréales. Donc là, bien sûr qu'il faut qu'il continue à pleuvoir, on va se tourner vers le ciel, demander la main céleste. Généralement, on a toujours des pluies, généralement. Au mois de mars, début mars, c'est plus de mars. Ces pluies-là seront vitales, elles seront primordiales pour la production espérée en céréales, qui continue d'être le véritable baromètre, on va dire, des performances du secteur agricole au Maroc. Donc, première quinzaine de mars, il faut qu'il pleuve en mois de début. Oui, il faut qu'il pleuve déjà fin février, nous ne sommes que le 22. Il pleut toujours pas, mais le 22 il pleut pas. Non, on a eu quelques pluies récemment. Oui. On espère qu'il y ait des pluies d'ici à la fin du mois de février. Et puis, bien sûr, il faudra attendre le plus important, c'est les piaisons des céréales et la formation des grains pour pouvoir un peu estimer. La technologie, les solutions innovantes aujourd'hui permettent d'anticiper un petit peu le comportement du ciel dans les prochaines semaines, apparemment, selon les dernières prédications. Il n'y a pas de pluie annoncée, en tout cas de fortes pluies, et des averses d'eau importantes dans les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que du coup, on va se retrouver avec une campagne agricole qui va être, a priori, selon les experts et spécialistes, meilleure que celle de l'an dernier? Ça, c'est sûr. On espère qu'elle sera meilleure, parce que l'année dernière... On était à 32-33 millions de quintaux, mais on ne devrait pas dépasser les 40-45 millions de quintaux, a priori, voire 50 max. Je pense que ce n'est pas encore perdu à ce point. 45, ça reste très moyen, pour ne pas dire même mauvais, médiocre. Mais mieux que 2022. On l'espère. 70, ça serait déjà, disons, bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous considérez que 70, c'est encore jouable? C'est possible si on a des pluies. Si on a des pluies, bien sûr, fin février, début mars. Et puis, bien sûr, c'est fondamental pour, je disais tout à l'heure, le bétail, le cheptel. C'est important pour... vous savez, l'agriculture, c'est aussi une histoire, c'est un peu comme la bourse. Hein. C'est la confiance. Quand il pleut, les gens ont confiance, ils sont prêts à investir, ils sont prêts à travailler. Sauf qu'on n'a pas la main sur le ciel. C'est clair. Et puis, à ce niveau, il faut aussi dire une chose. Le réchauffement climatique ou le changement climatique, c'est aussi que les modèles prédictifs du climat sont moins fiables. Et ça, je le vis au quotidien. J'ai des amis un peu partout à travers le pays. On passe notre temps à parler de ça. On vous dit il va pleuvoir dans 3-4 jours, et après 3-4 jours, il n'y a pas grand-chose. Des fois, même en utilisant la technologie, on prédit comme ça qu'il va pleuvoir, et en fait, il ne pleut pas, ou on ne prédit pas qu'il va pleuvoir. Ou à l'inverse. Donc ça veut dire qu'en fait, on est dans le flou le plus complet, le flou le plus artistique aujourd'hui, fin février, c'est-à-dire voilà, comment le ciel va se comporter la seule bonne nouvelle par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on a eu 2 mois d'arrêt de pluie. C'est très simple, de fin décembre, début janvier jusqu'à fin février. Donc janvier, février, quasiment pas de pluie. Cette année, on a eu quelques pluies éparses, les volumes n'étaient pas importants, mais on le voit, le couvert végétal est meilleur dans toutes les régions. Là, on a même des régions où il y a eu beaucoup de neige pour celle-là. Bon, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire la recharge des nappes. Maintenant, comment la campagne va évoluer, bon, ça, on est entre les mains du ciel. Recharge des nappes, en tout cas, par rapport à ces pluies-là qui sont tombées dans des endroits très localisés. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut s'attendre aussi à une production agricole qui soit meilleure que l'an dernier? Ah, c'est clair. Dans les zones oisiennes, notamment, donc tout ce qui est à l'aval du Haut-Atlas, les zones oisiennes, Daraa, Tafilel, ces coins-là, Zagoura, dans ces régions-là que je connais bien, où il y a du palmier dattier, etc. Cet arbre emblématique dans des oasis dépend très fortement de la recharge des nappes. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait eu ces neiges, malgré les quelques dégâts que ça peut engendrer. En fait, très souvent, malheureusement, on peut se féliciter de l'apport du climat, mais malheureusement dénoncer aussi, regretter en tout cas, l'impact que ça peut avoir en matière de dégâts matériels, ce qui s'est passé d'ailleurs du côté de Ouarzazate. Donc Mohamed Taher Sreiri, confiant pour cette année agricole 2023, où cette campagne agricole, effectivement, on pourrait faire 60-70 millions de quintaux, mais tout est conditionné par le comportement du ciel au mois de mars. Février-mars. Et puis confiant aussi dans notre population rurale, nos agriculteurs, à qui il faut rendre un hommage appuyé, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Confiant parce que c'est eux qui entretiennent les territoires et qui tiennent encore donc à entretenir ces territoires, à les garder viables. C'est une chance inouïe que nous avons au Maroc, cette diversité, on va dire, agroécologique, des gens engagés depuis maintenant des siècles dans ces territoires. Et c'est ce qui fait un peu la richesse, notre identité carrément, cette richesse donc des territoires marocains. C'est vrai qu'on se plaît tous les jours d'être face à des prix exorbitants avec la flambée des prix, mais parfois on occulte, ou trop souvent en tout cas,
le fait qu'il y a des femmes et des hommes qui se lèvent très très tôt le matin Exactement. dans toutes les contrées de notre pays pour nous permettre de pouvoir consommer de la tomate ou de la pomme de terre, même si elle est chère aujourd'hui. Tout à fait, avec des volumes de travail incommensurables. Ça aussi, on peut en discuter. Juste pour vous donner un chiffre, pour produire 1 tonne de lait, c'est souvent du travail familial qu'on ne voit pas, parce que c'est les membres de la famille qui le font, c'est 30 jours de travail. Ça, je l'ai moi-même qui l'ai calculé. Pour 1 tonne de lait. Pour 1 tonne de lait, et puis c'est un travail souvent invisible, parce qu'il n'est pas rémunéré. C'est le travail de la fille, du fils, de l'agriculteur, aller faucher de l'herbe, traire une vache, etc. Donc c'est 30 jours de travail Pour 1 tonne de lait. pour 1 tonne de lait. Exactement. Le lait d'ailleurs qui pourrait manquer d'ailleurs en 2023, et on pourrait se retourner sur... Oui, Sur la filière lait, on est passé par des moments très difficiles. je sais qu'elle c'est une filière en difficulté. Maintenant, ça s'est un peu amélioré avec les pluies. Puis il faut aussi le dire, l'importation de lait en poudre, dont le prix a un peu baissé, le lait en poudre écrémé, donc sans beurre, dont le prix a un peu baissé, ce qui a facilité, on va dire, l'approvisionnement du marché national. Et pour surtout dans la perspective du ramadan, parce qu'on consomme aussi beaucoup de lait toute l'année, mais y compris dans la période du ramadan. Exactement. Merci infiniment à vous. Mohamed Tahar Saeri, je rappelle enseignant-chercheur, professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan El Rabat. L'IAV, pour tous ces éclairages aujourd'hui, entre la composante de l'eau dans l'inflation des prix des fruits et légumes, c'est parfois une donnée, une data qu'on occulte, et le fait de voir aussi les enjeux de comment rééquilibrer notre production agricole qui soit totalement conditionnée à notre capacité à avoir de l'eau et la disponibilité en matière de ressources hydriques. Et les pluviométries, les récentes pluies, il va falloir qu'il pleuve beaucoup plus que ce qui ne l'a plu pour pouvoir sécuriser une campagne agricole qui soit autour au minimum de 60 millions de quintaux, sachant que l'an dernier, vous avez fait 32-33 millions de quintaux. Exactement, vous avez bien résumé la situation. Merci à vous, et vous l'avez parfaitement développé et étayé. Merci en tout cas à vous. C'est gentil de m'avoir invité. Avec plaisir, Merci. Mohamed Tahar Saeri. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.